Salut à tous et salut à toi Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous. Salut mon Chris, comment tu vas? Moi, ça va Ça très va? très bien en tout cas. Ah bah, ça va très très bien également. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial parce que c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour le Coach Talk, mais nous avons décidé de faire une analyse de Robert Whittaker contre Dricus du Plessis à la place. Donc c'est un peu le mix entre le game plan et le Coach Talk. Avant toute chose, pour la première fois de toute ma carrière en tant que YouTuber, j'y pense en début de podcast. Likez déjà la vidéo et mettez-nous un petit commentaire avec votre pronostic. Comme ça nous fait du référencement et ça aide au développement de la chaîne. Alors, j'ai commencé par la raison pour laquelle on veut discuter de ce combat. D'un côté, l'UFC 290, c'est une grosse carte. C'est un combat qui mérite de l'attention. Et en plus de ça, Aldric a des petites anecdotes sur Dricus Duplessis. Et de l'autre côté, il est plutôt fan de Robert Whittaker. Donc c'est un combat qui t'intéressait en termes de discussion et d'analyse. Donc je vais peut-être te lancer sur une première question pour commencer un peu light dans ce podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Dricus Duplessis et ce que vous avez fait pendant la saison du TUF version EFC avec Manon? Alors en fait, il était déjà très présent, même si directement il faisait pas partie des coachs. Il y avait Brandon Lessard, il y avait le futur, et il y avait celui qui s'appelle Soldier Boy, mais il a pris les deux en fait. Il a déjà combattu contre les deux. Moi, je l'ai croisé en Afrique du Sud très souvent. Euh, il était un petit peu moins volumineux à l'époque parce qu'il était capable de cutter également à 77. C'était l'époque où il était, les amateurs vont se rappeler, c'est l'époque du KSW, où il était à la fois capable de combattre à 77 et c'était un des très rares étrangers à avoir une ceinture au KSW, celle justement des 77, et également de combattre à 84. Vraiment des combats très intéressants et mémorables, hein, parce qu'il a battu Soldik, il a perdu, il a gagné contre Soldik. Donc déjà à l'époque, moi, je m'étais beaucoup intéressé à lui quand je l'avais vu. Ils ont un genre de performance institute, tu sais, à l'UFC, bon, qui n'a rien à voir avec celui de l'UFC en étant Mm. totalement objectif, mais où les athlètes de l'UFC pouvaient venir. Et donc, moi, je l'ai vu. Je me suis même entraîné avec lui. Et, et ce qui était flagrant, c'est pas qu'il est pas bon, hein, c'est qu'en fait, il est très basique dans ses choix de coups. Il est très basique dans son sol. Mais déjà, c'est une machine de guerre. Il s'entraîne très dur. Lui, il n'est pas de Johannesburg, il est de mince. C'est là où Manon avait combattu pour la. Je crois qu'il est de Pretoria. Et du coup, c'est en altitude. Du coup, sa team, ce Mm. sont des cardio euh, extrêmement développés, des athlètes. Vraiment, ils s'entraînent très, très, très dur. Très bon grappling, même si c'est pareil, c'est plutôt simple et efficace. Ce qui fait, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de la riva, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais très, très fort en grappling, assez solide en lutte et musculairement très endurant. Et c'était des premières fois que j'étais confronté à ce genre de profil, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu vois Whitaker, qui est, je trouve, son parfait opposé, tu vois beaucoup d'aisance. Tu vois, j'étais extrêmement content de le voir à l'UFC Paris. Et tu voyais, malgré le fait qu'il avait un léger désavantage au niveau du gabarit contre Marvin Vettori, qui est assez volumineux, il y avait une patte technique, il y avait des déplacements, il y avait une responsabilité défensive, il y avait des enchaînements, un joli coup d'œil. C'est vraiment deux opposés, les deux, parce que on s'intéresserait aux stats après, mais il y en a un qui est plutôt brut de décoffrage et, comment on pourrait dire, ouais, dans l'engagement perpétuel. C'est un peu une façon de faire la guerre aussi, tu vois. On parlait de Benoît la semaine dernière, mais c'est un peu ça. Tu vois, il rentre dedans et il ne s'arrête jamais. Et même si en début de combat il a un déficit, et ce qui était fou, c'est que même déjà à l'UFC, à l'Extreme Fighting Championship, ben, il y avait des combats un peu faits de cette façon, c'est-à-dire que il t'use, Drexus, il t'use, et même si c'est pas extrêmement joli ce qu'il fait, c'est dans l'intensité, c'est dans la fatigue en phase musculaire, il crée une dette Mm. d'oxygène et il finit par lui ne pas s'arrêter. Et tu sens la jauge, tu vois, qui était en sa défaveur au départ parce qu'il avait un petit retard technique et un petit retard même tactique, hein, sur son adversaire, bah, qui s'inverse. Alors c'est un combat qui me hype beaucoup parce que c'est vraiment ça. Je pense que clairement il va perdre le premier round, à moins d'un miracle, mais la question est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance et à mettre euh, Whitaker dans une zone qui n'est pas la sienne, et après on parlera de ça avec les chiffres, ou est-ce que
on va se rendre compte qu'il y a un gap technique trop important et qui est difficilement rattrapable samedi soir. Tu vois, donc moi ce combat, il me hype pour toutes ces raisons. Et Mm. je vois beaucoup de questions à laquelle je suis pas capable de répondre aujourd'hui et on saura samedi soir. C'est intéressant que tu commences à parler sur l'aspect dette d'énergie, parce que c'est un point que j'avais évidemment souligné. Et puisque tu en parles, je pense que le meilleur exemple pour tous ceux qui veulent voir un combat où c'est extrêmement flagrant, c'est Gregor Gillespie contre Carlos Diego Ferreira. C'est un super chouette combat à regarder et c'est flagrant à quel point Gregor commence très fort, se fatigue lui-même avant de fatiguer CDF. Et donc pendant toute une période du combat, il est tellement fatigué alors que CDF ne l'est pas, mais il continue à forcer pour fatiguer CDF et une fois que CDF fatigue, ben, il prend le dessus parce qu'il est capable d'être performant très longtemps dans la fatigue et c'est quelque chose que beaucoup de lutteurs font. Je pense que Dricus Du Plessis c'est potentiellement l'un des seuls, j'ai pas envie de l'appeler striker parce que je vais le considérer comme un combattant complet, mais il va créer la dette d'énergie plutôt sur le pied-point que avec de la lutte uniquement, ou en tout cas avec les variations qui existent. Et je pense que dans la carrière UFC de Dricus, le meilleur exemple, c'est peut-être contre Darren Till, où il commence très fort, il prend le premier round, il se fatigue lui-même, et on voit un Darren Till qui n'est pas aussi fatigué que Dricus et qui va prendre le deuxième round. Et puis au final, Dricus rattrape quand même quand Darren refatigue, et c'est là où il est capable d'aller finaliser parce que euh, je pense que j'avais fait cette blague dans un podcast, ça me fait penser à mon frère qui est bourré après 2 bières, mais qui est capable d'en boire encore 30 derrière. Oui. Dricus Du Plessis, il est, je sais plus c'est en parlant de qui, c'est en parlant, c'était en parlant de Benil Dariush que j'avais dit ça. Il est fatigué après 30 secondes, mais il est capable d'être encore compétent sur les 14 minutes et 30 secondes qui restent derrière si c'est en 3 rounds. Donc je pense que c'est une bonne analogie. Et ouais, c'est une question intéressante que tu poses. C'est vraiment, est-ce que le côté technique de Whittaker va pouvoir gérer le combat de sorte à pas trop se fatiguer, ce qui permettrait à Dricus Du Plessis de devenir dangereux dans le combat. Alors moi, pour répondre à cette question, je vais dériver sur les codes de Paris, comme je le fais très souvent, et je vais te demander ton opinion là-dessus, si tu es en accord ou pas avec ça. D'autant plus qu'il y a eu des gros changements, donc c'est intéressant. Donc, Whittaker a ouvert en tant que favori à 1,4, ce qui signifie que les Extrêmement oddmakers favori, lui oui. donnaient 65% de chances de l'emporter. Et les parieurs se sont dit, ah ben ça vaut la peine de parier sur Whittaker. Parce qu'aujourd'hui, Whittaker est à 1,26, ce qui signifie qu'il est à 75/75% de chances de gagner. Donc les fans et les parieurs se sont dit, bah si on lui donne que 65%, ça reflète pas la réalité. Pour moi, il mérite d'être plus grand favori, donc je mets l'argent dessus. Donc aujourd'hui, Dricus Du Plessis, on lui donne que 25% de chances de gagner selon les codes de Paris. Est-ce que selon toi, on est plus sur un 65-35, plus sur un 75-25, entre les deux, ou quelque chose encore plus extrême d'un côté ou de l'autre? Non, ouais, vraiment, si on parle d'un point de vue, ce qu'on a vu de Dricus à l'UFC aujourd'hui, et qu'on voit ce qu'est capable de faire Whittaker, parce que on le minimise souvent, Whittaker. Il a perdu contre Adesanya au final, tu vois. Euh, tout ce qu'il a fait à côté, il a Mhm. nettoyé la catégorie en long, en large et en travers. À partir de là, je pense que la cote à 65-35 me paraît tout à fait logique. Et, et si on regarde le gap de performance entre les deux combattants, je suis assez d'accord. La seule interrogation, c'est alors déjà premier truc, faut quand même dire, ce n'est pas qu'un combattant endurant qui est capable d'user ses adversaires. Il faut quand même recontextualiser. Il frappe fort, Drixus. Tu le considérais tout à l'heure comme un striker. C'est vrai qu'on l'a vu faire des trucs avec Bronson, avec Thiel, même sur des séquences de lutte où il fatigue beaucoup au sol aussi, tu vois. Euh, Ceux qui se rappellent, Bronson, on l'a vu tenter des clés de jambes. Je s'explique même pas le niveau de dirty boxing où il faut aller pour que Derek Bronson il tente une clé de jambe. Donc, il est capable d'emmener le combat dans des situations où les fighters n'ont pas l'habitude. Il n'est pas super beau à voir, excusez-moi pour les fans. Moi-même, je suis fan de lui, donc je me permets de dire ça parce que je le pense sincèrement. C'est pas hyper esthétique. Euh, c'est pas lui manquer de respect à Voilà. l'immense champion qu'il est que de dire ça. C'est un mec, mais je relativise. Roberto Soldic, il faut être capable de le mettre KO. Il l'a mis KO. Il en a pris un aussi, mais il l'a mis KO.
Je veux dire, euh, Drixus est capable de développer extrêmement de puissance dans ses mains. Euh, il est, comment dire, il a l'habitude d'emmener ses combats comme ça. Euh, je trouve le mot mieux en anglais qu'en français. On peut pas dire il salit le combat parce que c'est son. Mais voilà, il va amener du dirty boxing, il va amener un petit peu. Tu sais, souvent les coachs ils disent make this fight dirty, mais c'est exactement ce qu'il fait. Sauf que c'est pas aussi péjoratif que si on fait de la traduction française. C'est pas qu'il rend le combat sale, il fait pas des Mhm. coups interdits. Mais voilà, il amène le combat dans sa zone à lui, un petit peu dans la poche. Il est capable de frapper de très près, tu vois. Donc, et Whitaker, c'est tout l'inverse. C'est là qu'il y a un extrêmement d'attractivité dans ce combat. C'est que Whitaker, c'est lui qui rend le combat propre. Tu vois, Marvin, il a voulu rester, Vettori a voulu rester dans un registre propre contre lui, et il s'est fait masterclasser sur 3 rounds. Euh, le seul moment où ça passe pas, ou peut-être que c'est lui qui aurait dû te faire un peu de, de saleté, c'est contre Adesanya. Mais on a vu quand même, notamment sur le deuxième affrontement, que même en rendant ça très propre, c'était pas loin hein, quand même. Hein. Malgré la classe d'Adesanya debout, Vraiment pas loin. c'était vraiment pas loin, tu vois. Donc c'est là, c'est un mec par contre qui va pas jouer. C'est ce qu'a fait Whitaker contre Adesanya. Dricus ne va pas le faire. Il va pas du tout essayer de jouer au technicien parce qu'il ne l'a jamais fait, tout simplement. Mhm. Il va se mettre dans son jeu, il va imprimer un rythme, il va grinder, il va le coller, il va le boxer de près. Et est-ce qu'il va réussir à nous le fatiguer notre Robert Whittaker qui est intouchable hein, dans ses affrontements à part contre Adesanya. Moi, il faut me dire dans quel combat tu l'as vu en difficulté, si ce n'est pour ses title shots. Moi, j'ai un petit regret, c'est de ne pas l'avoir vu contre Pereira. Mais en dehors de ça, je l'ai trouvé extrêmement dominant dans toute sa carrière en middleweight. Mhm. Il a été mis en difficulté contre Brunson, justement dans un combat un peu chaotique. Hein. Il se fait bien sonner dans le début du round, mais il arrive à. Il fait partie, Whittaker, il fait partie des combattants qui est très fort en étant sonné. Il faut vraiment pouvoir l'éteindre pour sortir d'une zone de danger parce que Sonné, il est très fort. Et Romero aussi a réussi à le mettre en Ouais, c'est vrai. difficulté. Mais dans ce combat-là aussi, il a été incroyable quand il était sonné. Je sais plus, je pense que c'était dans le quatrième round du premier combat. Je pourrais plus dire exactement parce que j'ai bouffé tellement de combats de Whittaker pour préparer ici que je me souviens plus exactement à quel moment il se fait sonner par Romero. Mais il a un genre de conscience de l'espace et du fait qu'il est sonné. Donc il peut se mettre en position défensive, mais il a aussi en même temps cette intelligence de ne pas se mettre uniquement en mode défensif quand il est sonné. Et il va continuer à envoyer des frappes pour rester dangereux, parce que si tu es sonné et que tu te mets juste en mode défensif, ton adversaire va trouver son ouverture à un moment. Alors que si tu envoies des grosses frappes en retour, le mec va se dire oh ok il faut que je recule, il faut pas que je perde mon sang-froid parce que il risque de m'éteindre alors que c'est moi qui ai un peu la main mise sur le moment. Donc, moi, ce combat, je n'ai pas arrivé à mon pronostic maintenant, mais effectivement, je pense que Dricus, ses chances sont sur des moments précis où il va forcer de trouver son ouverture et ne pas la lâcher. Alors que Whittaker, pour moi, est largement au-dessus techniquement, en tout cas d'un point de vue esthétique, parce que j'aime bien le fait que tu soulignes ça. Whittaker, clairement, esthétiquement, c'est très beau à voir. C'est très propre, on voit que c'est réfléchi, c'est travaillé. Mhm. Dricus, je vais appeler ça comme ça. Je vais dire que techniquement, ça paraît brouillon, mais étant donné que c'est efficace, quelle remarque vas-tu faire, tu vois? Vaut mieux quelqu'un de C'est ça, brouillon mais et efficace que quelqu'un de technique peu efficace. c'est son brouillon à lui, mais ça reste son brouillon. Après, Mhm. si on s'intéresse, tu as raison, les pronostics, on est encore très loin, mais si on s'intéresse ne serait-ce qu'aux chiffres, on a un Whittaker Mhm. qui a 4,48 frappes significatives par minute. Et quand même, moi, la statistique, je la connaissais pas. Et tu vois, si on m'avait demandé, j'aurais dit un coup de moins. Il prend 3,26. Et très objectivement, ben, tu m'aurais dit un coup de moins, je l'aurais, tu vois, pour moi, c'est pas quelqu'un qui prend énormément de coups. Et malgré tout, tu vois, on n'est pas très très loin du ratio. Je prends autant que j'en vois. Alors, je pense qu'il y a des combats si on détaille les statistiques, je crois pas, je suis sûr. Il y a des combats où il a pris plus de frappes et c'est ça qui fait monter sa moyenne. Un peu comme on pourrait dire Kamzat contre Mhm. Gilbert, tu vois, qui foire un peu Ouais. ses statistiques exceptionnelles qu'il avait sur ses 4 premiers combats. Mais, euh, mais c'est quand même, elles existent. Et quand tu compares, et là, dans l'autre sens, j'ai été surpris.
Euh, alors, le 6,72, c'est-à-dire presque 7 frappes effectives par minute, il est énorme de Drixus. Mais là où j'ai été étonné, c'est les 3,73 qu'il prend. Parce qu'au final, bah, il en prend pas tant que ça, tu Mhm. vois, malgré que on l'a vu souvent toucher, on l'a vu souvent aux portes du chaos quasiment. Franchement, contre Bronson, il est pas bien, contre Thiel, il est pas bien. Et ben malgré tout, on reste sur des stats de 3,73. Donc, en voyant les chiffres, quand je me suis intéressé aux chiffres disponibles sur l'UFC Stats, ben, j'ai quand même été surpris. Et de la part de Whittaker qui en prend un petit peu plus que ce que j'aurais pensé dans mes souvenirs de tous ces combats que je regarde avec attention. Et de l'autre côté sur Drexus qui finalement prend Ouais. pas tant que ça, tu vois, pour un brawler. Alors, je vais me permettre de nuancer les chiffres, c'est toujours important parce que ça va peut-être apporter une justification au pourquoi ces chiffres sont aussi énormes chez Dricus sur la différence. Il n'a que 5 combats à l'UFC, dont 4 finalisations. Et la plupart de ces finalisations, c'est pas un KO sur une frappe, c'est un KO, un TKO. Donc il Il va use, ouais. frapper et puis il va enchaîner une douzaine de coups derrière. Et tu vois, genre la fin du combat, tu es sur un 20 frappes à zéro par exemple. Et donc ça, évidemment, ça te crée un genre de différentiel auquel tu penses pas. Donc j'ai peut-être nuancé en disant, si tu isoles, tu enlèves des statistiques la partie finish, finalisation de ces combats, sur le combat enfin, sur la durée du combat où son adversaire est encore répondant, on aurait peut-être une stat plus rapprochée, tu vois. On serait peut-être à 5 frappes envoyées, 3,5 reçues. Du côté de Whittaker, je pense que bon, lui, il a une carrière tellement étendue que l'échantillon est super large. Mais si tu enlèves ces 4 combats en welterweight, je pense qu'il y aura déjà une différence parce qu'il a 2 de ses 4 défaites à l'UFC en welterweight. Et il y a peut-être sa guerre avec Romero et ses 2 combats perdus contre Israel Adesanya qui entachent un peu ce dont on a l'habitude de voir de Whittaker, qui pourrait nous indiquer que, voilà, si, alors c'est facile évidemment avec des si, on manipule toutes les stats, mais ce que je veux dire, c'est quand tu as regardé son combat contre Vettori, et peut-être si tu regardes son combat contre Gastelum, pour prendre un super exemple aussi, bah, tu as évidemment l'impression que c'est quelqu'un qui est plus dans le style, touché sans se faire toucher et qui réussit plutôt bien. Et cette stat est un peu entachée par sa carrière en welterweight et aussi par les guerres qu'il a eues contre Romero et les combats compliqués qu'il a eu contre Adesanya. Allez, c'est vrai. Après, il y a un truc quand même qui ne trompe pas, c'est que moi, alors, on va mettre Adesanya de côté si tu veux bien, parce que personne n'a le Ouais. style d'Adesanya, et je pense qu'il y a un passif aussi entre les deux, avec pas mal de choses qui peuvent expliquer ça. Mais en dehors Mhm. d'Adesanya, moi, dans les combats que j'ai regardés aussi pour préparer notre podcast, je le trouve beaucoup plus en difficulté quand c'est pas très structuré et pas très technique en face. D'ailleurs, tu vois, j'ai été vraiment étonné du game plan du clan Vettori. Quand Marvin Vettori vient à Paris pour faire le co-main event de l'UFC Paris, où on était spectateur puisque maintenant avait été décalé à Abu Dhabi, et que je le vois essayer de faire un affrontement technique de pied-point en ne tentant aucune lutte, en ne rentrant pas dans la poche, alors que c'est ça l'efficacité de Marvin, tu vois. Pourquoi il a perdu ce combat? Ouais, Parce qu'il est rentré dans un affrontement purement technique contre Whittaker exact. et il s'est fait clairement surclasser. Alors que si on regarde les précédents, ben, quand il est en difficulté, et tu en parlais contre Bronson, c'est pas un technicien debout, Bronson, faut arrêter quand même, tu vois. Euh, ce sont des angles de frappe très particuliers, il a une façon de boxer, on peut pas dire que c'est, comment dire, on peut pas dire que c'est un boxeur pied-point de renom, type Pereira ou Adesanya. C'est un lutteur qui boxe et avec des angles tout à fait particuliers, avec une façon de déclencher qui lui appartient. Et donc, je trouve que ça donne encore plus d'attrait à ce combat parce que historiquement, Robert Whittaker, quand c'est trop propre en face, ben, c'est pas exceptionnel, tu vois. C'est typiquement ça en fait. Whittaker, pour le battre, soit il faut être un plus fin technicien que lui, ce qui est le cas de Adesanya, et dans Ouais. une structure de combat propre, voire semi-chaotique,
On peut s'en sortir. On a vu dans le premier combat, c'était quand même semi-chaotique avec Whittaker qui cherchait à beaucoup blitz pour surprendre Adesanya. Adesanya a su gérer cette agressivité et a trouvé son KO. Dans la revanche, on a vu un Whittaker aborder le combat de manière beaucoup plus mesurée et qui a du coup eu plus de succès, mais pas suffisamment. Quand on voit des gens qui abordent le combat de manière propre et technique contre Whittaker, mais qui ne le sont pas tout autant, par exemple, Vettori, dont on parle beaucoup aujourd'hui, bah, ils se font rouler dessus, ils sont complètement lavés. C'était le cas aussi de Gastelum. Ouais. En revanche, ces adversaires qui cherchent vraiment à être très agressifs peuvent le surprendre, mais Whittaker est quand même très fort aussi dans les guerres et dans le chaos. On a vu ce que ça a donné contre Brunson, on a vu ce que ça a donné contre Romero, on a vu ce que ça a donné quand Cannonier a essayé de mettre le pied sur l'accélérateur. Ça n'a pas spécialement bien fonctionné pour lui. Je pense que contre Jacare aussi, il y a des moments d'accélération que Jacare tente et Whittaker répond très très bien. Et donc, il y a une sincère difficulté à trouver le chemin vers la victoire contre Whittaker, surtout si tu ne mixes pas. Je pense que Whittaker, la solution, si tu n'es pas Israël Adesanya, c'est de venir pour un peu l'ennuyer sur tous les niveaux. Et c'est clair que Vettori, il a déconné à pas chercher plus proactivement les mises au sol parce que il avait rien à proposer debout dans une structure à distance mesurée, calculée. Euh, donc ici pour Dricus, je pense que ouais, sa carte à jouer, c'est clairement de rester lui-même, peut-être même encore plus, d'exagérer qui il est dans l'espoir de trouver son ouverture et de la forcer. Moi, je te cache pas que, alors, il n'y a aucune raison que ce combat soit en 5 rounds, mais j'aurais bien aimé le voir en 5 rounds. Parce que je pense que Drixus Duplessis, ça fait partie des gars qui sont plus dangereux sur une deuxième partie de combat. Là, en étant totalement honnête avec toi, j'ai peur que ça manque de temps. Parce que pour moi, Robert Whittaker, on n'est pas très loin des qualités martiales d'un Georges Saint-Pierre. C'est-à-dire que quand il s'en sert, il a Mm. une très bonne lutte. Je pense que c'est Georges Saint-Pierre avec une petite dimension physique en moins. Tu vois, parce que Georges, il avait tout. Il avait la dimension physique quand il Ouais. fallait lutter un petit peu en urgence et imposer son physique. Après, il a régné à 77 et je pense que peut-être que si Georges était monté à 84 trop tôt, comme l'a fait Whittaker, il aurait peut-être été en difficulté, on ne saura jamais. Mais pour moi, martialement parlant, que ce soit le sol, la lutte, la boxe, les mouvements de buste, la responsabilité défensive, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et un individu avec un extrême Mm. talent, Whittaker, que j'aime vraiment beaucoup regarder combattre. Et, et je pense que 3 rounds, ça risque de faire trop court. J'ai peur que malgré tout, Ouais. Dricus n'arrive pas à sortir son épingle du jeu. Je vois pas en fait comment il va être capable de le fatiguer vraiment en 3 rounds, mais je suis quand même client euh, vraiment de ce combat parce que j'ai envie de le voir parce que c'est très difficile d'avoir. On parlait de training camp et souvent on parle de ça ensemble. Et en fait, Drixus Duplessis, c'est typiquement le genre d'adversaire que tu ne peux pas reproduire à la salle. Tu vois, son style, c'est son style. Euh, Mhm. alors je vais faire une comparaison qui va choquer tout le monde et je vais me faire insulter en commentaire, mais je vais quand même le dire. Moi qui bosse beaucoup là en ce moment sur Rose contre Winning Zone, je regarde pas mal le combat et je vais me permettre un comparatif avec Winning Zone. Alors pas du tout dans le style à proprement dit, mais Winning, elle déclenche à n'importe quel moment, elle est très très dure à lire. C'est-à-dire que elle va frapper en ligne quand elle peut frapper en ligne. Des fois, elle va tenter un cross, même si elle n'est pas forcément à la distance. Elle a une boxe très instantanée, elle est dans l'instant, tu vois. Il y a rien de, on sent que c'est très dur d'identifier des patterns sur Winning Zone parce que elle frappe au feeling beaucoup aussi, tu vois. Et elle a une gamme technique qui lui permet de faire ça. De temps en temps, elle passe en overhook, de temps en temps, elle fait en ligne, de temps en temps, elle fait un uppercut. Et ben Drixus, Mm. c'est un peu ça quand même. Très dur d'identifier des patterns parce que lui-même, selon l'angle, des fois il court en frappant. Tu sais, il a des angles qui lui appartiennent. Et du coup, reproduire ça lors d'un camp, bah, c'est quelque chose de hyper Mhm. compliqué parce que même sa lutte, c'est sa lutte. C'est pas, c'est pas quelque chose d'institutionnel comme un mec qui a une lutte olympique, c'est un gréco, c'est de la lutte libre, tu sais de quelle façon il va travailler, tête inter, tête externe, il travaille le single leg, tu vois. Donc, il y a des trucs, des protocoles et des patterns que tu peux reproduire assez facilement pour préparer ton athlète. Et très objectivement, très sincèrement,
euh, Drixus a tellement son propre style et qui, pour avoir croisé des gens qui ont combattu contre lui, moi je suis assez copain avec Brandon Lézard, qui était un des coachs justement du The Ultimate Fighter façon Mhm. sud-africaine, qui a fait vraiment des, même s'il n'a pas énormément de combats, euh, euh, il a pris Drixus, je crois que c'était quand Manon elle faisait la finale de la télé-réalité, The Ultimate Fighter. Il est d'ailleurs, c'est un mec quand même très solide, puisque, alors, le combat est très serré, mais il a pris Ibrahim Mané sur la première saison du The Fighter sud-africain, qui Mhm. n'était pas le Ibrahim Mané d'aujourd'hui, mais qui était quand même déjà un très solide combattant. Et il m'a dit, j'ai rien pu faire. Quand il a pris Drixus en face, malgré la bonne lutte, le bon sol de Brandon et le fait qu'il était assez solide pour la KT, tu vois, lui qui pensait avoir un atout physique parce que c'était un vrai 84 qui faisait 95 kilos le jour du combat, il m'a dit, écoute, il m'a balayé parce que j'ai senti tellement de force en lui. Comment il fait 77? Et je te dis, il faut quand même être prudent parce que physiquement, on a vraiment affaire à un monstre. Lexus, c'est vraiment costaud, même s'il a pu faire 77 dans le temps. Aujourd'hui, c'est un vrai 84 très massif, qui va, je pense, être Ouais. aux alentours des 94-95, et qui, selon les adversaires avec qui il a tourné, a vraiment énormément de force. Donc, il y a quand même, même si moi, j'ai un peu peur que 3 rounds soient limite, tu vois, pour qu'il puisse créer une dette d'oxygène et qu'il arrive à mettre dans le rouge un Whittaker comme ça, je suis quand même très intrigué de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, ce mec-là, c'est pas qu'un mec brouillon qui fonce la tête baissée. Il y a du sol, il y a énormément d'endurance physique et il y a du punch. Donc, ces 3 ingrédients, sur le papier, Mhm. on sait que ce sont des trucs qui peuvent mettre en difficulté Whittaker, même si j'ai un petit bémol, mais moi je te dis la vérité, sur cette carte, il me hype autant que les 2 combats pour la ceinture, hein. Ça en dit long parce que les deux combats pour la ceinture, ils sont énormes. Alors, je vais préciser, comme ça tu as toutes les informations et tout le monde également. Brendan Lézard contre Dricus Duplessis, c'était à l'EFC 83. C'était le main event. Je C'était crois le que Manon dernier était combat de Comain, non? Dricus Duplessis avant de rejoindre l'UFC. Et Manon Manon était était Comain, co-main non? event pour la Tu vois? ceinture Voilà, contre Amanda Lino. c'est ça. Ouais. Donc effectivement, la petite histoire colle très bien. Euh, Par rapport à tout ce que tu as dit, j'ai un peu parlé de Whittaker parce que je pense que Whittaker contre Romero, les deux combats, ça en dit long sur la capacité à Whittaker de gérer quelqu'un de physique, d'explosif, de physique. Sa défense de lutte, là, elle a vraiment été mise à l'épreuve. Et j'ai bien aimé ta comparaison avec Georges Saint-Pierre parce que ça m'a fait un peu cogiter pendant que tu parlais. Et effectivement, je trouve que sur la défense de lutte, il y a aussi quelques similitudes. Tu sais, la souplesse des hanches, le fait de toujours garder son pied d'appui très très proche du sol, le soulever seulement si c'est nécessaire pour le repositionner selon le déplacement de son adversaire lors d'une tentative d'amener au sol. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait comparer les tentatives d'amener au sol de Koscheck sur GSP avec Ouais, celle de Romero ouais, ouais. sur Whittaker. Je pense qu'il y a pas mal de similitudes. Ouais, la souplesse des hanches, clairement. Le côté un peu karaté Ouais. stance. Et c'est bien qu'on en parle parce que ça permet aussi d'établir le profil de Whittaker, parce qu'on fait tout le temps ça quand dans les épisodes le game plan. Là, on a parlé longtemps du profil de Duplessis, mais voilà, Whittaker, c'est ce que j'appelle un burst fighter, un blitz fighter aussi. Donc c'est quelqu'un qui rebondit un peu sur ses appuis, travaille des in and out, mais travaille aussi de temps en temps en combinaison. Et ce qu'il fait, c'est il se positionne à une distance qu'on appelle la distance de karaté. Donc on peut pas se toucher si on n'avance pas. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que lui est très explosif. Donc il est capable de couvrir une distance pour attaquer avant même que son adversaire ne réagisse. Et c'est extrêmement rare d'avoir un adversaire qui est capable de couvrir cette distance avant que lui ne réagisse défensivement, soit en venant à la collision, soit en désengageant. Un qui fait ça très bien, évidemment, c'est Wonderboy Thompson, qui lui aussi a une karaté stance, et c'est une des raisons pour laquelle Thompson est l'une des victoires, enfin l'une des défaites de Whittaker à l'UFC, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un qui le faisait tout aussi bien, voire même mieux que lui. Whittaker
je crois qu'il a un background en lutte, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Ouais. il a un sacré niveau en lutte offensive et défensive. Il ne l'utilise qu'en cas de réelle nécessité et encore. Pour prendre un exemple, je trouve que contre Adesanya, il l'utilise pas assez. Il aurait dû beaucoup plus l'utiliser. Donc c'est vraiment son plan C. On a l'impression la lutte, ça devrait plutôt être son plan B si s'il veut une fois battre Adesanya selon moi. Donc on a quelqu'un de très complet, très technique, très bonne lecture du jeu, bon timing, lucide, il fait très très peu d'erreurs. Il y a juste contre Adesanya la première fois qu'il a fait trop d'erreurs à répéter chaque fois ses attaques de manière systématique alors qu'elles fonctionnaient pas, sans vouloir spécialement varier son timing et ses accélérations. Euh, mais moi, ce combat m'intéresse énormément, énormément, parce que d'un côté, j'ai l'impression que Whittaker est le profil le plus compliqué possible et imaginable pour Dricus Duplessis. Mais de l'autre côté, j'ai aussi l'impression que le profil de Dricus Duplessis est le profil idéal pour pouvoir surprendre quelqu'un comme Robert Whittaker. Et donc, je suis un peu mitigé, tu vois. Au début, quand j'ai vu l'annonce du combat, j'étais là, genre, c'est un 80-20 pour Whittaker, il doit être ultra favori. Et plus j'y pense, plus je me dis, il y a vraiment des possibilités pour Dricus de le surprendre. Mais je sais pas si j'y crois vraiment quand je le dis. Donc je sais pas trop si je dois me positionner sur du 80-20 ou si je dois me mettre en accord avec les odd makers du début avec le 65-35. Mais quoi qu'il arrive, moi je me situe dans cette fourchette-là. Je conçois que Whittaker soit ultra favori dans ce combat, mais je sais pas à quel point. Parce que l'effet de surprise, et comme tu l'as très bien dit, tu peux pas te préparer comme quelqu'un contre quelqu'un comme Duplessis. Et c'est ça la difficulté. T'as l'impression qu'il est pas si bon que ça. C'est ça. Mais en fait, là, il rentre dans le top 5 middleweight et ça en dit long. C'est vraiment la preuve vivante que l'efficacité a 1000 fois plus d'importance que la technique. Et je vais t'avouer un truc, moi, en tant que fan de stratégie, de technique, je veux pas. C'est pas que j'aime pas Dricus, c'est que pour le MMA que j'aime, je veux pas qu'il gagne contre Whittaker. Ça me ferait trop mal. Je peux pas accepter ça. Donc pour moi, Whittaker doit gagner ce combat. Non, mais je te rejoins sur un truc et je vais enchaîner sur une petite anecdote toute bête. Moi, quand j'habitais aux États-Unis, que j'ai eu la chance de m'entraîner au Hit Squad, j'avais participé à un recrutement du The Ultimate Fighter, tu sais. Quand c'était la team de Georges, Ouais. on voit le fameux Jean-Charles Skarbowski qui vient et qui, euh, et qui fracasse tout le monde et qui boit des bières. Enfin, tu vois un peu le truc. Et en fait, j'étais allé Mm. j'avais fait deux rassemblements et j'étais à l'époque avec Kyle Watson, qui était un de mes amis, qui était le coach de Jiu-Jitsu du Hit Squad à Granite City. Et en fait, il a fallu, Kyle, en étant totalement objectif, était un petit peu meilleur que moi à cette époque et il pouvait prendre qu'un seul mec par club. Donc, je te dis pas que j'aurais forcément été pris dans le casting Mm. mais en tout cas, j'ai laissé passer Kyle, ce qui était normal, il était meilleur que moi et j'ai pas honte de le dire. Mais pourquoi je te raconte cette anecdote? Parce qu'en fait, euh, au début, tu vois, il n'y a pas d'affrontement. Il te regarde faire du shadow, il te regarde faire du pao, et il te regarde un petit peu lutailler et faire du sol. Et en fait, je me permets de raconter ça parce que si tu regardes Drixus faire tout ça, je sais même pas si tu le prends sur un rassemblement The Ultimate Fighter, tu vois. C'est ça qui est fou. Quand tu compares Drixus avec Nassourdi, par exemple, ou avec Whittaker, tu te dis, mais c'est pas la même, c'est pas du tout la même planète. Quand tu vois, pareil, à l'UFC Paris, il y avait l'entraînement libre et machin, tu vois la séance de pas d'ours qu'il a faite, tu te dis, c'est pas la même dimension. Et en fait, tu te rends effectivement compte que la dimension Mm. physique, la force, le style un petit peu bizarre, parce que pareil, il frappe fort dans des positions un petit peu inhabituelles, il a une bonne guillotine, euh, tout ça, c'est des trucs hyper surprenants, tu vois, sur des positions de scramble. Ils montrent pas tout ça. Et c'est pas que la tactique et comment dire, et la préparation ne sont pas efficients le concernant parce que c'est une grosse équipe. Ils regardent. Je veux dire que ce soit lui ou son teammate Cameron Simon, ils vont à la guerre, mais il y a de l'étude quand même en face. Ils essayent d'amener le combat. Regarde, le meilleur exemple, c'est avec Bronson. Il a fait la guerre à Bronson, mais il l'a amené sur des positions de Mm. scramble au sol où Bronson essaie de lui tordre le pied. Il l'a amené en eau trouble. C'est-à-dire qu'il y a une recherche quand même
Ouais. du seuil d'inconfort du partenaire et je suis persuadé qu'il prépare, même si je suis pas du tout proche de sa team, hein, je le connais juste lui, mais je pense qu'il prépare quand même les fights. Ce qui me fait être dubitatif, c'est que il est tellement pluridisciplinaire et riche techniquement, Robert Whittaker, que en fait, je vois pas dans quelle position inconfortable il va le mettre. Si ce n'est rendre le combat un peu brouillon et être capable de le toucher en sortie de corps à corps, parce qu'on sait qu'il frappe fort Plessis sur ce genre Mm. de séquence. Euh, En fait, je vois pas où il va l'amener en zone d'inconfort. Je sais pas si tu vois, Thiel, il s'est retrouvé à faire du sol et à lutter. Mm. Il arrive à chaque fois. Ouais. Tu sens quand même qu'il y a de l'étude de jeu et de style parce qu'il arrive à amener les mecs dans des enchaînements énergivores pour eux dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Et, euh, je pense que c'est signe. Je dis pas ça pour que tu te réconcilies avec lui, Chris, hein, en tant qu'analyste, mais je pense qu'il y a de la recherche plus qu'il n'y paraît. C'est juste que comme c'est pas hyper noble Ouais. et c'est pas hyper propre techniquement, eh ben on a l'impression que c'est un peu de la guerre physique et que c'est dès qu'il y a une dette d'oxygène, il gagne. Mais je pense que c'est quand même plus subtil que ça. Et si on se réfère à Mm. Bronson et à Thiel, il les a amenés dans des zones où c'était pas leur spécialité et ils étaient capables de perdre énormément d'énergie Ouais. dans ces affrontements-là. Mais effectivement, pourquoi je suis pas sûr et pourquoi Tout à je me fait. permets de dire il manque un round? Parce que là, on a une palette technique beaucoup plus large. Même si effectivement il s'en sert. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit vite fait Mm. à propos de Whittaker. Moi, je comprends pas cette génération de fighters. Ça fait 5 à 8 ans que c'est comme ça. Et je t'avoue que je suis hyper perplexe et hyper dubitatif sur ça parce que, en fait, la lutte, c'est quelque chose qui met énormément d'années avant de pouvoir sortir en combat, avant d'être capable d'être dominant sur ce segment. Et quand tu l'as d'office parce que c'est ton background, mais pourquoi arrêter de t'en servir? C'est-à-dire que il se prive d'incertitude vis-à-vis de ses adversaires, qui aujourd'hui voient un Robert Whittaker quasiment full-time striker, et je pense qu'il serait tellement plus efficace s'il se servait. Tu parlais de Romero, c'est un peu pareil au final, hein, Romero. Il s'en sert très très peu de sa lutte. Et en Ouais. fait, moi j'ai énormément de mal à comprendre ça. Et surtout, Mhm. c'est complètement l'antithèse de ce que moi je fais. C'est-à-dire que quand j'ai des strikers, et j'ai eu la chance d'en avoir quand même quelques-uns, que ce soit Axel au départ, même s'il était, on va mettre Axel de côté parce que c'est totalement différent, mais que ce soit Manon ou que ce soit Elias Giroud, ce sont des strikers d'exception. Et moi, j'en fais des lutteurs. Tu vois, on en parlait la semaine dernière quand on faisait le petit compte rendu de mon week-end. Elias a lutté pour gagner son troisième, il a amené au sol. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir quand je vois ça parce que c'est pareil, c'est de faire de la lutte qui n'est pas ta formation de base, une win condition. Et c'est pareil pour Manon, tu vois. Parce que le troisième round contre Choukadian, elle le gagne sur un takedown. Et quand c'est des fighters qui Ouais. ne viennent pas de la lutte, qu'ils intègrent ça en win condition, je trouve ça exceptionnel. Et en fait, je trouve que ça te ferme beaucoup de portes, même sur ton striking. C'est-à-dire que si tu ramènes de l'incertitude sur la lutte et que l'adversaire en a peur, au moindre changement de niveau, à la moindre flexion sur ta jambe avant, il va pas forcément penser à un uppercut ou à un crochet un peu avancé. Il va intégrer aussi, doit aussi intégrer la lutte, l'attaque aux jambes, Mm. l'attaque au buste, le genou-pied, et tu peux la formaliser de quelconque façon que ce soit. Et du coup, ça ramène euh, un délai de réponse, de la réactivité défensive qui est retardé puisque attention, c'est de la lutte, c'est de la boxe, on ne sait pas, tu vois, donc il peut y avoir un mouvement des mains vers le bas pour anticiper la lutte, il peut y avoir plein de choses. Et moi, je ne comprends pas euh, pourquoi des combattants comme ça qui ont un niveau de lutte qu'on pourrait, si on devait mettre des lettres de l'alphabet, on pourrait dire que lui, il a clairement la lettre A, c'est un top lutteur, pourquoi il s'en sert pas plus, tu vois. Et on peut t'en citer, je sais pas, on pourrait en citer 10 comme ça ensemble, des gars comme ça, même Kochek, la fin de sa carrière, il luttait plus. Il y en a extrêmement comme ça. Et à côté de Mhm. ça, tu as un JSP qui vient du karaté, qui a fait beaucoup de boxe, mais qui a toujours eu, ne serait-ce que pour avoir un échappatoire, ne serait-ce que pour minimiser le temps de boxe. Parce que moi, j'ai beaucoup échangé de ça avec, quand tu discutes avec Georges, j'ai eu la chance de parler une fois avec Firas, et même avec les autres. Et Khabib le résume très bien. Pourquoi c'est bien d'aller passer une 30 au sol? Parce que même si tu es un striker, il y a toujours un moment, à la manière de Islam Makhachev qui s'est fait un jour cueillir debout, il y a toujours un moment où il peut se passer un truc, un lucky punch, une frappe que tu n'as pas pu venir, Mhm. un coup de pied qui te casserait l'avant-bras ou autre. Et en fait, ça minimise les risques d'un côté
de se faire toucher. Et en plus, ça augmente la réflexion que doit avoir ton adversaire quant à l'action que tu vas intenter sur une flexion de jambe. Et moi, je ne comprendrai Mhm. jamais pourquoi ces strikers euh, s'efforcent de devenir à 100% strikers alors qu'ils viennent de la lutte et pourquoi ils s'en servent plus. Alors, oui, il y a un côté banger parce que le public aime ça, parce que je pense que l'UFC doit t'encourager, mais l'UFC t'encourage, ok, mais l'UFC il t'encourage si tu gagnes aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu me lances sur trois sujets, donc je vais répondre dans un ordre différent que les sujets pour fluidifier la suite du podcast. Donc, sur l'aspect lutte et les bons lutteurs qui ne l'utilisent plus, j'ai absolument aucune théorie et je te rejoins à 3000%. Je comprends pas. Quoi qu'il arrive, même si tu deviens entre guillemets un striker MMA et que c'est là où ta force se situe en cours de carrière, utiliser la lutte varie le jeu. Ça peut te permettre de créer des ouvertures debout et comme tu dis, ça peut te permettre de gagner une minute d'un round en allant contrôler une minute au sol avec un bon changement de niveau. Certains disent que c'est parce que c'est énergivore, mais en général, une très bonne lutte est beaucoup plus énergivore pour l'adversaire que pour toi-même. Donc, j'ai pas de théorie là-dessus et je trouve ça également assez surprenant de voir des gars qui ont un très bon background en lutte, qui vont pas l'utiliser. À l'inverse, je trouve ça très beau quand tu as des lutteurs, des strikers qui travaillent très bien sur leur lutte et qui commencent à l'utiliser de plus en plus dans leur carrière. Et on voit d'ailleurs que c'est généralement bien plus bénéfique pour un striker qui commence à utiliser sa lutte que pour un lutteur qui ne l'utilise plus. Dans les directions de carrière, j'ai l'impression que le striker qui commence à travailler une bonne lutte offensive ira plus loin qu'un lutteur qui devient striker et qui en oublie son background initial. Sur le sujet du tough, qui juge un peu sur les PAO, un peu de lutte, un peu de grappling et du coup sur la technicité. Je suis sûr que tu as déjà eu ça aussi en tant que coach avant en combat. Tu t'échauffes avec d'autres combattants et de temps en temps tu vois des mecs qui sont ultra stylés, ils font des trucs à la Mayweather aux pads et tout, tu dis ouh, il va nous sortir un de ses combats et puis c'est nul dans la cage. Et à l'inverse, de temps en temps, moi je vois des gens aux pads et je fais ah, mais pourquoi on tombe jamais contre des gars comme ça? On va les exploser. Et puis le mec, il te sort une performance de ouf. Et c'est ça la réalité du combat, c'est que ce qu'il y a de mieux, c'est technique et efficacité. En dessous, c'est efficacité sans technique, et en dessous, c'est technique sans efficacité. Et de temps en temps, tu vois des mecs au PAO, c'est des stars, ils font, comme je dis, des trucs à la Mayweather, ils regardent pas, ils font des combinaisons de 27 coups avec des blocs, des esquives parfaites, et en combat, ils savent pas utiliser ça. Et ça sert à rien. Et puis de temps en temps, t'as des mecs qui font n'importe quoi au PAO, ils tapent à côté, ils, ils tapent dans le nez de leur coach, c'est maladroit au possible. Et puis en fait, en combat, ils savent ce qu'ils doivent faire, il y a le côté guerrier qui ressort. Et donc, je trouvais que c'est une bonne parenthèse à faire parce que il faut pas juger sur ce qu'on voit au PAO. Il faut juger sur ce qu'on voit en combat. Même juger ce qu'on voit en sparring, ça veut rien dire parce que de temps en temps, tu as des mecs qui en sparring sont pas spécialement forts parce qu'ils ont pas ce stress qui les rend meilleurs. Et à l'inverse, tu as des gens qui sont super forts en sparring mais qui ont le stress du combat les rend moins forts. Bref, parenthèse fermée. Le dernier point dont tu as parlé, c'était sur la stratégisation et du côté de Duplessis. Et donc, ça m'amène un peu à la partie game plan de ce podcast. Après ça, on fera les pronostics et les préférences et on aura clôturé ce sujet. Donc, sur la partie game plan, je te rejoins. C'est difficile d'imaginer dans quel domaine Dricus peut réellement mettre en difficulté Whittaker d'un point de vue stratégie, tellement Whittaker est complet. On aurait tendance à dire que bah, le meilleur endroit là où Whittaker est probablement le moins fort, c'est en dessous, sur son dos, au sol. Mais vas-y pour l'y amener. Euh, Par contre, j'ai pensé, parce que voilà, j'avais fait une analyse pour RMC là, sur Jones contre Gann. Et il y a un petit résumé qui donnait très très bien parce que c'est exactement ce qui s'était passé dans le combat. Euh, Gann, c'est quelqu'un qui se déplace bien, qui fait des in and out, qui impose une distance de karaté parce qu'il est plus rapide que les autres poids lourds. C'est un peu similaire à Whittaker. Donc moi, ce que j'avais dit, c'est face à ce type de profil, et je m'en fous que ce soit Gann ou Whittaker, la base de la base, c'est mettre la pression pour pas qu'il puisse reculer, parce que quelqu'un qui fait des in and out, qui bouge beaucoup avant-arrière, bah, si tu lui enlèves l'option arrière, bah, il est un peu perdu dans son style. Tu dois lui enlever un maximum de mobilité, parce que le fait
si efficace, si agile, si précis dans ses déplacements, c'est parce que sa jambe avant, elle n'est pas blessée. Si tu lui envoies des bons low kicks, ça commence à perdre en qualité sur les déplacements et en efficacité. D'ailleurs, on a vu Whittaker qui prend pas mal de low kick dans ses combats, même contre Vettori. Dans la deuxième partie du deuxième round, Vettori commence à allumer les low kicks et ça marche plutôt bien. Donc pour moi, ça c'est la base de la base. C'est pression et low kick. Ça c'est vraiment le premier truc. Pour Cyril Gane, j'avais dit, bah, évidemment, lutter parce que t'as pas envie d'être dans un combat de pied-point avec Cyril Gane. Pour Whittaker, il faut un peu attendre. Je crois que lutter au tout début, il va défendre trop facilement. D'ailleurs, Vettori, je pense que c'est pour ça qu'il lutte pas dans le deuxième et troisième. C'est parce que la fois où il a essayé dans le premier, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui non seulement défend facilement, mais en plus de ça, il sort du clinch à la Max Holloway. Ultra bien. Donc pour moi, Dricus, il doit pas trop stratégiser. Il doit rester lui-même pour essayer de surprendre, mais il doit peut-être augmenter son pression, son temps de contrôle de la cage au centre et maximiser le nombre de low kicks pour peut-être justement surprendre après avec C'est bien. son anglaise. Parce qu'un truc que je dis souvent, c'est quand tu kicks une jambe, il y a un moment où soit le gars il va ancrer sa jambe dans le sol, ce qui signifie que pendant un laps de temps il va plus pouvoir bouger, soit il va lever sa jambe pour checker, soit il va bouger avec cette jambe. Et s'il lève cette jambe ou qu'il bouge avec cette jambe et que tu la chopes, elle va plus toucher le sol jusqu'au moment où il la redépose. Et le temps que cette jambe, elle est en l'air et qu'elle revient toucher le sol, ben le gars ne sait plus bouger. C'est un peu ce que Dan Henderson a fait contre Michael Bisping. Michael Bisping, il se déplace tout le temps. Tu kicks sa jambe avec un low kick intérieur, tu viens avec ton overhand juste derrière pendant que tu redéposes ton low kick devant, tu as une ouverture sur ton anglaise. Donc ça peut être intéressant d'avoir des stratagèmes. Je kick la jambe, j'attaque directement en anglaise derrière. C'est quelque chose que Costa pourrait faire aussi très très bien. Donc ça, c'est pour la partie Dricus Duplessis. Duplessis, c'est les seuls points que j'ai relevés. Mais c'est déjà une bonne base, je trouve, pour quelqu'un qui n'a pas l'air de trop stratégiser. Il prend quelques éléments, comme tu l'as dit, je combats contre Darren Till, bah, c'est la lutte qui va faire la différence. Tu vois, C'est ça. tu l'as très bien souligné, il se casse pas la tête. De temps en temps, il faut pas complexifier. En fait, de temps en temps, tu es face à un striker, tu luttes, tu es face à un lutteur, tu cherches à rester debout. Du côté de Whittaker, en termes de stratégie, pour moi, c'est que de la gestion. Tu dois pas venir avec une stratégie précise. Tu dois venir avec, ok, je dois gérer son agressivité, je dois le frustrer. Je sais que le mec va me rentrer dedans sur des moments auxquels je m'attends pas. De temps en temps, il va courir vers moi, il va essayer de me surprendre. Moi, je vais chercher soit à désengager, soit de temps en temps à rentrer en collision avec des coups de coude. Ça a bien fonctionné d'ailleurs pour Darren Till contre Dricus. Donc, ouais, du côté de Whittaker, j'aurais pas tendance à partir avec un game plan parce que Dricus est tellement imprévisible que si tu as un game plan, tu risques plus de te faire surprendre et d'être perdu dans ton combat. Alors que si tu rentres dans le combat contre Dricus avec un mindset, je dois m'adapter, je dois lire au début, et une fois que j'ai son timing et une fois que je comprends ses intentions, j'adapte. Whittaker, il a un palmarès professionnel de 25-6, il a été champion middleweight, il a quoi, une quinzaine, vingtaine de combats à l'UFC. Il a l'expérience à haut niveau. Il a cette capacité de savoir ce qu'il doit faire à quel moment par rapport au profil qu'il affronte. Donc pour moi, il doit venir limite sans stratégie, ce qui lui permet d'être libre, d'adapter comme il le souhaite, de manière judicieuse grâce à son expérience. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si toi, tu as un avis différent, si tu as quelque chose à ajouter ou si tu es plutôt d'accord. Non, je suis plutôt d'accord. Et euh, moi, je pense aussi que pour Whittaker, je suis même 100% d'accord. Je pense que c'est un combat qui peut même finir, tu vois, parce que s'il arrive à chaque fois à s'imposer, à le mettre dans le dur, à le toucher, euh, je pense il a pas on sait que c'est pas le chaos. Si tu me dis, cite-moi un mot pour caractériser Whittaker, je vais plutôt te dire technicien que KO Power. Faut être totalement objectif. Mais je pense qu'il frappe suffisamment fort et précisément pour pouvoir mettre fin au combat et genre on parlerait dans le pronostic. Et donc sur la strat, je suis entièrement d'accord avec toi côté Whittaker. Côté Drexus, ouais, je pense aussi que le premier round va être très compliqué quoi qu'il arrive. Il faut presque en faire son deuil parce que je pense que ça passera pas et c'est très dur de prendre le premier round à Whittaker parce que c'est toujours un garçon posé qui a extrêmement de déplacements et tout. Mais essayer effectivement de mixer avec la boxe, de lancer ses crochets un peu comme il fait, de les mixer avec de la lutte dès le deuxième round, en espérant que
que ça glisse un peu, que c'est un petit peu plus, que ça commence à y avoir une petite dette d'oxygène. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de pression parce que tu sais, je vais faire un parallèle avec Mansour Barnaoui qui pensait déjà à l'affrontement d'après qui aurait pu avoir lieu contre Nurmagomedov. Et là, on a tous envie de voir quand même Adesanya contre Drixus parce que ils ont déjà roulé ensemble. Les deux l'ont confirmé. Drixus dit qu'il lui a roulé dessus. Il y a une espèce de rivalité intra-Afrique et Afrique du Sud euh, qui, j'espère de tout cœur, si ce combat a lieu, on va pas aller dans un truc un peu racial parce que c'est pas le but, ça reste du sport et c'est super intéressant comme ça. Et, euh, et on a quand même envie de le voir. Vu qu'effectivement, il y en a déjà eu plusieurs des Adesanya Whittaker, est-ce qu'on n'aimerait pas inconsciemment voir ce truc-là pour qu'il y ait un peu de hype et un peu de nouveauté? Peut-être un petit peu, mais clairement, en tout cas, ça va demander. Il faut vraiment qu'il arrive à mettre beaucoup de volume, qu'il mixe avec la lutte et surtout qu'il arrive à toucher. Moi, je reste convaincu que la Mhm. décision, il passera pas. Bon, on parlera du prono après, je te redonne toujours pas mon prono, mais le seul truc qui peut se passer, j'invite les gens à regarder le combat de Soldic, même s'il n'est pas facile à trouver. Celui où c'est Drixus qui le met KO. L'autre est plus facile à trouver quand c'est Soldic qui rend l'appareil. Mais, mais Mhm. il faut regarder. Euh, voilà, pour moi, la win condition, en tout cas, c'est celle-là. C'est-à-dire que je ne le vois pas mettre Whittaker sur le dos. Je ne le vois pas prendre de Runda à Whittaker très objectivement. Et je ne le vois pas mettre Whittaker en dette d'oxygène. Par contre, je pense qu'il faut le respecter énormément au niveau de sa puissance de frappe. Et ça, c'est possible. Ça, le sonner et Mhm. sur une frappe avec de l'angle, avec euh, une technique qu'il n'a pas l'habitude de voir venir, tu vois, c'est frappe un peu de brawler qui fait en sortie de Mhm. clinch et tout. Et ça, je me dis qu'il y a quand même une chance. Ça, je me dis qu'il y a une chance. Et moi, je vois la strat. Et pour provoquer ces situations, eh bien, il faut mettre ce qu'on appelle du grind dans l'affrontement. Il faut rentrer, sortir, frapper, provoquer des situations de glitch de façon intentionnelle et refrapper derrière. Et là, je me dis qu'il y a quand même une chance. On parlera des probabilités sur le prono tout de suite après, mais sur ce genre de game plan-là, Ouais. je me dis qu'il y a une chance qu'il arrive à le cueillir. Mhm. Et en parlant en fait de, parce que quand tu rappelais le côté un peu chaotique de du Plessis, c'est vrai que sur le côté stratégie de Whittaker, justement, moi il me ferait vibrer s'il vient avec une stratégie axée sur la lutte, parce que face à Ouais, quelqu'un qui est un peu, on va dire innovateur et atypique debout, bah si tu le mets sur son dos, tu contrôles un peu mieux. Tu contrôles la situation. Il y a moins de surprises possibles. Et donc, je pense qu'un Whittaker qui viendrait avec une lutte, ça me ferait énormément plaisir. D'autant plus que ça me rassurerait par rapport à un potentiel combat avec Adesanya. Je pense que s'il y en a un Whittaker qui est plus proactif sur sa lutte offensive, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser justement de voir un troisième combat entre Whittaker et Adesanya. Eh ben voilà, on arrive au moment des pronostics et des préférences. Je pense que les gens auront compris que Whittaker fait partie de mes 5 combattants préférés et que même si un DDP contre Israel Adesanya pourrait me hyper, parce que clairement, si DDP passe Whittaker, au-delà du côté marketing qui, j'espère, serait bien géré par l'UFC et comme tu le dis, ne partira pas dans noir-blanc, euh, ça pourrait donner pas mal d'intérêt et d'attrait sur le combat. Si on a un DTP qui surprend Whittaker, je vois pas pourquoi il ne surprendrait pas Adesanya, donc ça pourrait m'intéresser. Mais mon cœur va toujours chez Whittaker. J'espère qu'il gagne. J'espère qu'il gagne justement, peut-être avec une stratégie adaptée autour de la lutte. Et que du coup, on aurait un Whittaker contre Adesanya 3 avec un intérêt, avec vraiment ce point d'interrogation, parce que le deuxième combat est vraiment serré. Hein. Le oui, deuxième combat, si les juges l'avaient donné à Whittaker, c'était pas du tout scandaleux. Donc, dans l'image d'un troisième affrontement avec un Whittaker qui vient de montrer un peu plus de volonté de lutter, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et en termes de pronostic, je vais pas trop me mouiller. Je pense que Whittaker va gagner à la décision et il va pas chercher à parce qu'il va pas vouloir prendre trop de risques face à quelqu'un qui est si volatile, qui peut être si surprenant. T'as pas envie de rentrer trop à l'échange contre quelqu'un qui pourrait sortir un coup auquel tu t'attends pas du tout, sur un angle sur lequel tu t'attendais pas non plus. Donc pour moi, voilà, prono Whittaker, préférence Whittaker, même si
dans le scénario où Duplessis gagne, j'aurais vraiment ce truc de ok, bon, bah, maintenant il a battu Whittaker, il mérite son title shot et je suis intrigué par le combat avec Adesanya. Qu'en est-il de ton côté? Ouais, je vais citer Christophe Midou, qui est mon ami, on s'en cache pas, qui est avec moi dans le coin de Manon. Et quand il trouve qu'il y a un style difficilement lisible debout, il parle un peu comme les Canadiens, il dit c'est fucké debout, c'est mieux de le lutter. Mais il a raison. C'est-à-dire que quand c'est pas très lisible et tout, c'est vrai que c'est très dangereux de boxer avec ces gens-là, mais j'ai un petit doute quand même sur la strap. Je pense qu'il va nous faire du Robert et qu'il va nous faire du in and out en remisant. Et je vais aller plus loin dans le prono. Moi, je pense que s'il se bat 10 fois, Whittaker il gagne 7 fois. Il se fait mettre 3 fois KO par Drixus et il met 4 fois KO Drixus et les 3 autres fois, il gagne à la décision. Voilà, ceux qui ont envie de faire des pourcentages là-dessus le feront. Ok. Mais moi, je le vois comme ça. Je pense que la seule win condition, effectivement, de Drixus, c'est de le toucher. Je ne vois pas gagner la décision du tout. Euh, et que Whittaker, lui, peut accélérer un peu en prenant un peu plus de risques, mais je pense qu'il peut le finir, mais avec des risques, effectivement. Et je pense que on se dirige vers une victoire à la décision 3-0 ou peut-être 2-1. Mais oui, oui, clairement, là, la stat, elle vaut ce qu'elle Hmm. vaut. Il y a un énorme favori, qui est Robert Whittaker. Il y a un mec qui arrive, qui est outsider et qui peut faire l'upset pour faire le combat de sa vie. J'espère pour lui qu'il va pas trop penser à Adesanya, même si médiatiquement, tu sens, j'espère qu'il s'est pas dispersé. Parce que il a presque plus parlé d'Adesanya Ouais. sur son approche média que de Whittaker. Et c'est quand même un mec extrêmement solide. Donc j'espère qu'il s'est pas dispersé, qu'on voit un affrontement de qualité, puisque je le redis, Hmm. moi, je suis autant hypé que Moreno et que Volkanovski. Franchement, je trouve Volkanovski. ces combats exceptionnels et je me fais une joie de les regarder samedi soir. C'est effectivement un incroyable combat et donc ouais, toi tu es sur un 70-30 du coup et moi je suis plus sur un 80-20. Je pense que s'ils font le combat 10 fois, on a un Dricus qui va mettre 2 KO, on a un Whittaker qui va gagner 5 fois à la décision, qui va le soumettre une fois et je sais pas s'il me reste que un point ou deux, mais les un point ou deux c'est des TKO pour Mais, pour mais, mais tu Whittaker. sais, Euh, euh, si je ne le connaissais pas et si j'avais pas vu le combat contre Soldic, j'aurais pensé exactement comme toi. Mais il peut être étonnant. Vraiment, Drixus hmm. Duplessis peut être un combattant extrêmement étonnant. Même s'il y a peu de probabilité de le voir effectivement, on s'en cache pas, hein, sinon on n'aurait pas donné de tels pourcentages. Mais vraiment, euh, allez, je vais finir avec l'expression de Christophe Midou. Il est fucké, mais dans ce qu'il fait, ça reste un animal quand même, vraiment. Ah bah, sur cette belle parole pour laquelle on rend le crédit à Christophe Midou, on va clôturer ce coach talk slash game plan sur Dricus Duplessis contre Robert Whittaker. Merci pour ton temps, pour ton analyse, pour ton expertise comme d'habitude, Aldric, et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous, à bientôt.